Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'assainissement non collectif de la communauté de communes Le Grésivaudan. Je suis Aymeric Mibor, le responsable du SPANC, service public d'assainissement non collectif, et aujourd'hui nous allons évoquer les différentes compétences d'assainissement, l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Nous allons également présenter le SPANC, le service public d'assainissement non collectif, ses missions, ses contrôles, mais également les installations qui sont associées à l'assainissement non collectif, les différentes campagnes de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien que nous réalisons sur l'ensemble des communes de notre territoire, les non-conformités et également quelques questions courantes qui nous reviennent plusieurs fois par réunion publique. Assainissement collectif ou assainissement non collectif? Les objectifs des compétences d'assainissement, elles sont multiples. Nous avons donc prévenir les risques sanitaires, éviter la propagation des maladies et la prolifération des moustiques, des gaz et des odeurs, mais également protéger les ressources en eau potable, en protégeant les sources et les captages directs, mais également protéger les milieux naturels, ruisseaux, rivières, zones humides, de déversement des eaux usées. Tout cela en réduisant au maximum les coûts de collecte et de traitement. Dans ce cadre-là, nous avons donc un producteur des eaux usées qui est également le payeur de leur traitement et de leur collecte. Ces compétences d'assainissement ayant des objectifs importants, elles sont des compétences obligatoires pour une collectivité. Nous avons donc deux compétences d'assainissement, deux configurations où une habitation peut se retrouver. Un document de référence permet d'identifier le type d'assainissement dont relève l'habitation. Il s'agit du zonage d'assainissement. Ce zonage d'assainissement est quant à lui intégré au schéma directeur d'assainissement, qui est un document soumis à enquête publique et à délibération. Mais revenons à nos configurations. Nous avons donc le cas de l'assainissement collectif, où nous allons mutualiser la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, mais attention, adapté au secteur d'urbanisation dense, car nous pouvons avoir des impossibilités techniques ou financières à réaliser ceci, et la configuration d'assainissement non collectif, où nous avons une individualisation du traitement. Il est ainsi localisé au plus près de la production d'eau usée, chacun a son installation d'assainissement. Et donc, dans ce cadre-là, le service public n'a qu'un rôle de contrôle et de conseil. Dans tous les cas, nous avons des contrôles qui sont réalisés sur l'ensemble des installations. Pour le collectif, nous réalisons des bilans des stations d'épuration, des autocontrôles et des auto-évaluations, et des contrôles aussi réglementaires par d'autres organismes. Dans le cadre de l'assainissement non collectif, en revanche, c'est le SPANC, le service public d'assainissement non collectif, qui assure ces contrôles. Également, dans tous les cas, le producteur des eaux usées est également le payeur du traitement. Dans le cadre de l'assainissement collectif, il s'agit de la facture d'assainissement, et dans le cadre de l'assainissement non collectif, il s'agit de payer l'entretien, mais également les redevances associées au contrôle. Le SPANC, service public d'assainissement non collectif. Le service public d'assainissement non collectif a plusieurs missions. La première est d'informer ses usagers, par exemple sur l'entretien des installations, ses missions, le cadre réglementaire qui peut être associé à différents types de contrôles, mais également de réaliser un certain nombre de contrôles qui sont obligatoires pour lui et pour les usagers, tels que par exemple une instruction de projet en phase de projet. Donc, l'objectif est de vérifier la viabilité d'un projet vis-à-vis d'un cadre réglementaire, mais également vis-à-vis des règles de l'art. Ou par exemple dans le cadre d'une phase de chantier, où l'objectif va être de vérifier que l'installation a été bien exécutée et bien réalisée. Mais nous pouvons également intervenir dans le cadre de la vente d'un bien, dans un diagnostic qui est réalisé avant celle-ci, pour vérifier l'état de l'installation. Ce sont des contrôles obligatoires. Au-delà de ça, tout le long de la vie de l'installation, nous allons réaliser un certain nombre de contrôles qui vont s'appeler des contrôles de bon fonctionnement et d'entretien. Autre mission annexe au sein du service, des démarches administratives pour le subventionnement des réhabilitations des installations d'assainissement par le département, où le SPANC sert à faire les démarches administratives auprès du département, récupérer les fonds financiers et les reverser aux usagers. Le cadre réglementaire du SPANC. Le cadre réglementaire du SPANC est bien défini. Et il est même assez ancien. Nous avons les premières interdictions dans le cadre des rejets dans des puits perdus en 1963, puis nous avons deux circulaires techniques qui ont vu leur apparition en 82 et en 96, et nous avons l'obligation en 92 de mettre en place le service d'assainissement non collectif. En 2006, nous avons la première obligation de réaliser les fameux contrôles périodiques, c'est-à-dire les contrôles de bon fonctionnement et d'entretien. Ça, c'était le cadre réglementaire qui s'est succédé au fur et à mesure des années. À ce jour, la réglementation est composée principalement de trois arrêtés, de trois textes, deux qui définissent
les prescriptions techniques qui sont applicables selon les tailles d'installation, et un arrêté fixant les missions de contrôle du service d'assainissement non collectif. Vis-à-vis de ces 3 documents, nous avons principalement 2 conformités réglementaires. La première conformité concerne les installations qui sont en cours d'instruction, donc avec des projets neufs, et la réhabilitation de ces installations. Donc cette conformité réglementaire fait sens avec la réglementation en vigueur. Les installations doivent respecter les prescriptions techniques en vigueur. Mais nous avons également une deuxième conformité réglementaire, la conformité des installations dont on va faire le contrôle des installations existantes, donc les fameux contrôles périodiques ou les fameux contrôles dans le cadre de la vente, où là l'objectif est de constater la présence d'une installation et que ces installations ne dysfonctionnent pas, ne génèrent pas de pollution. Tous ces contrôles font l'objet d'une redevance qui est associée à un tarif. Tous ces tarifs sont disponibles directement sur le site internet du Grésivaudan. Les évolutions réglementaires ont entraîné des évolutions au niveau des installations. Et voici quelques exemples des évolutions que nous pouvons constater. Donc, jusqu'aux années 50, par exemple, nous avions principalement des sanitaires à l'extérieur, en campagne, lorsqu'on était un peu loin du réseau, c'est la fameuse cabane au fond du jardin, par exemple. Mais nous avons également, jusqu'en 82, des fosses septiques, donc des fosses rondes en béton, qui récupéraient par exemple les eaux des toilettes. Nous pouvions retrouver donc des systèmes par tranchée d'épandage, ou également par filtres épurateurs, les fameux filtres à cheminement lent, composés à la fois d'un système de répartition des effluents, plus de pouttelanes. Et ce sont des ouvrages qui, à ce jour, sont plutôt désuets. On verra ensemble, un peu plus loin dans notre présentation, les ouvrages en vigueur, avec les différentes phases de traitement. Mais nous voyons également qu'il y avait déjà, à partir de ces époques-là, des bacs à graisse qui étaient présents. Autre élément que nous pouvons voir, à partir de 82-90, nous avons vu les premières fosses Tuzzo apparaître avec des volumes un peu inférieurs à la réglementation actuelle. La fosse Tuzzo permettant de récupérer les eaux ménagères, les eaux de la cuisine, salle de bain, lave-linge, lave-vaisselle, mais également les eaux des toilettes, et tout va à l'intérieur. Sauf, bien entendu, les eaux de pluie qui ne sont pas considérées comme des eaux usées. Les installations de traitement. Un peu plus tôt, nous avons vu donc quelques installations et des ouvrages assez anciens. Maintenant, nous allons nous intéresser principalement aux ouvrages actuels et aux différentes phases de traitement. Donc, nous avons 4 grandes phases de traitement. La première étant la récupération des eaux usées à traiter, donc les eaux usées dites brutes, en sortie de maison. Donc, il s'agit de récupérer les WC, qui sont composés, donc les WC, ce sont les eaux vannes, tout simplement. La cuisine, salle de bain, lavabo, lave-linge, lave-vaisselle, qui sont donc les eaux ménagères. L'ensemble de ces eaux usées passe du coup par une phase dite de pré-traitement. Cette phase-là permet tout simplement de retenir les matières, séparer les matières des eaux à traiter. Les matières sont donc conservées à l'intérieur de ces ouvrages et il faut faire la vidange de ces ouvrages-là pour assurer leur bon fonctionnement dans le temps. Suite à cette phase-là, nous avons la phase de traitement où nous allons tout simplement récupérer nos eaux à traiter et avec la présence d'air ou d'apport d'air plus nos bactéries à l'intérieur de nos effluents, nous allons donc pouvoir assurer cette phase de traitement. Une fois cette phase d'épuration réalisée, nous allons pouvoir évacuer, dissiper nos eaux d'infiltration à travers, effectivement, soit de l'infiltration, soit de l'évacuation dans le milieu naturel. En revanche, attention, l'infiltration est obligatoire et nous pouvons déroger à cette obligation uniquement dans des cas spécifiques. Une absence d'infiltration à la parcelle, des risques naturels, des éléments comme ça. Pour tout ça, il faut bien entendu voir avec le SPANC pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Nous avons 2 types de filières dans ce cadre-là. Les filières dites classiques. Donc, nous avons ici les tranchées d'épandage et nous avons des systèmes par filtre à sable non drainé pour cette partie-là et des filtres à sable drainés. Donc ça, ce sont les filières que nous disons classiques. Ce sont des filières qui sont antérieures aux agréments et qui sont toujours en vigueur. Ce sont des ouvrages qui sont mis en place avec une fosse Tuzzo d'entrée-de-jeu qui sert de phase de pré-traitement, comme nous avons pu le voir avant, et ces tranchées, donc tranchées d'épandage, filtre à sable ou filtre à sable drainé, qui sont mis à la suite pour à la fois assurer la partie de traitement et la partie d'évacuation. Nous avons après les filières dites agréées. Elles subissent un agrément, c'est-à-dire une étude particulière,
pour s'assurer de leur capacité à traiter les eaux usées. Ces installations sont beaucoup plus récentes, avec des agréments à partir de 2010, et elles peuvent être composées d'une phase de pré-traitement, soit directement intégrée à l'intérieur des cuves, comme pour la microstation ou pour le filtre compact. Donc cette partie de pré-traitement est assurée par la fameuse fosse toute eau, et une seconde partie de traitement qui va être assurée par différents systèmes selon les types d'installations. L'avantage de ces filières-là, souvent, c'est qu'elles tiennent un peu moins de place vis-à-vis des filières un peu plus traditionnelles. Nous avons une filière un peu à part, les filtres plantés, qui elles n'ont pas forcément de fosse toute eau, mais qui assurent ces différentes phases à travers un ou plusieurs bassins présents sur site. Voilà pour les différents types de filières agréées. Nous avons le cas des toilettes sèches, qui reste un cas un peu particulier dans le cadre de l'assainissement non collectif. Ça reste des installations d'assainissement non collectif. Elles sont donc soumises aux mêmes règles, au même cadre réglementaire et au même contrôle que les autres installations d'assainissement non collectif, mais elles traitent uniquement les eaux des toilettes, les eaux vannes. Donc il va falloir les accompagner d'une installation en capacité à traiter les eaux ménagères. Ça veut dire une phase de pré-traitement et de traitement pour les eaux ménagères et les toilettes sèches pour les eaux vannes, pour les eaux des toilettes. Le déroulement des campagnes de contrôle de bon fonctionnement. Les campagnes de contrôle de bon fonctionnement sur la communauté de communes Le Grésivaudan ont commencé en juillet 2023. Il s'agit de réaliser donc des campagnes de bon fonctionnement et d'entretien, des campagnes de contrôle qui vont se dérouler tout le long de la vie de l'installation. Lors du contrôle, il va y avoir un avis qui va être donné sur l'installation avec une fréquence de contrôle et régulièrement cette installation va faire l'objet d'une visite où nous allons pouvoir effectivement contrôler l'état de cette installation, son entretien, la façon dont ça a été réalisé. Nous verrons ça dans un second temps. Nous avons environ 4000 installations à contrôler et l'ensemble des communes du territoire vont faire l'objet de ce contrôle-là. La campagne de contrôle sur une commune se déroule de la façon suivante. Nous envoyons un courrier pour prévenir de la future date d'intervention, mais également de la future date de la réunion publique d'information, et nous joignons à ce courrier une plaquette d'information pour donner des informations complémentaires au déroulement de ces campagnes. Suite à cela, nous réalisons cette fameuse réunion publique d'information, puis l'intervention, le diagnostic de la filière et l'envoi des rapports et la facturation de ce contrôle. Revenons précisément sur ce contrôle de bon fonctionnement et d'entretien. Ce diagnostic consiste à vérifier la présence d'une installation, son état de fonctionnement et l'entretien qui a été réalisé sur celui-ci. Si l'entretien a été réalisé ou qu'il y a des petits éléments qui manquent, il y a une liste des éléments à changer, une petite liste des entretiens à faire, ainsi que la fréquence à laquelle ils doivent être réalisés. L'installation est classée conforme si elle est constituée des fameuses phases qu'on a vues au-dessus, ça veut dire la collecte, le pré-traitement, le traitement et l'évacuation. Et s'il n'y a pas de dysfonctionnement ou de colmatage, par exemple corrosion, des fissures, effectivement des colmatages, l'installation est classée conforme. L'installation n'a donc pas besoin d'être aux normes actuelles en vigueur. Elle a simplement besoin de présenter des ouvrages complets et de ne pas présenter de dysfonctionnement. Ce contrôle-là est également réalisé dans le cadre de la vente. C'est exactement le même type de conformité. C'est ce que nous avions évoqué également avant. Ce diagnostic, dans le cadre de la vente, est valable 3 ans, sauf si des modifications ont été apportées sur l'installation depuis le dernier contrôle. Les non-conformités associées au contrôle de bon fonctionnement et d'entretien. Nous avons donc 3 types de non-conformités avec des délais de réhabilitation plus ou moins urgents selon l'impact ou selon la gravité de la situation. Nous avons en premier lieu des obligations de travaux dans les meilleurs délais. C'est quand nous avons une absence complète d'installation, soit un rejet direct par exemple dans un fossé ou dans un ruisseau, sans même passer par une fosse, soit par exemple lorsqu'une installation est non accessible de façon complète, sans justificatif ou sans élément. Là, l'obligation de travaux doit être très rapide, dans les meilleurs délais, moins de 4 ans. Nous avons également, sous 4 ans, des travaux qui vont être faits si une installation est incomplète, donc si elle ne présente pas une phase de pré-traitement, de traitement et d'évacuation correcte, dans un milieu qui est sensible, donc dans une zone avec des enjeux environnementaux ou des enjeux sanitaires. Et nous avons des installations non conformes qui, cette fois-ci, n'ont pas de délai de réhabilitation, sauf dans le cadre de la vente, de la transaction immobilière. Quand nous avons une installation qui peut être la même
que l'exemple précédent, mais pas dans une zone à enjeu. Ça veut dire que l'installation, elle peut être dysfonctionnelle, elle peut se dégrader dans le temps, mais comme elle ne présente pas d'impact, elle n'est pas associée à un délai de réhabilitation. Dans ce cadre-là, il faut quand même surveiller l'installation, mais elle n'est pas associée à un délai de réhabilitation. Ces avis de non-conformité, ou l'avis de conformité qui est délivré avec le rapport d'assainissement non collectif dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement, va faire fluctuer les fréquences de contrôle. Nous allons venir voir plus régulièrement les installations qui présentent des impacts, qui vont présenter des impacts sanitaires ou environnementaux, et aller voir de façon plus lointaine les installations qui sont conformes à la réglementation. Ça, c'est en lien avec une délibération qui a été prise en 2018, donc la délibération 2018-0409. Et nous avons également une deuxième délibération qui est en lien avec des pénalités qu'on a voulu incitatives, qui a été prise en 2022-0419, suite au dépassement des délais de réhabilitation qui sont associés au rapport. Nous allons avoir une pénalité financière qui va être mise en place et qui va être progressive, année après année, jusqu'à atteindre le seuil réglementaire associé à la réglementation. Et pour de plus amples informations, vous trouverez l'ensemble de ces éléments-là à travers ces délibérations. Il y a également des pénalités qui peuvent être appliquées si nous avons des refus de contrôle, des absences non signalées dans le cadre des interventions. Le refus de contrôle engendre la pénalité équivalente, donc qui est pareil, associée à cette délibération 2022-04-19. Et là, l'installation est directement également classée non conforme, mais également suite à un rendez-vous qui n'est pas honoré par un usager, donc une absence qui a été non signalée. Donc dans ce cadre-là, ça engendre un autre type de pénalité. Il faut savoir également que l'annulation ou l'absence répétée au contrôle est considérée comme un refus. Ces éléments sont indiqués également dans notre règlement de service. Question courante. Je ne peux pas être présent à la date d'intervention indiquée sur le courrier. Ça, c'est une question importante. Dans ce cadre-là, je vais devoir prendre contact avec les intervenants qui sont indiqués sur le contrôle, simplement pour décaler l'intervention. Essayer de la décaler à un horaire qui convient effectivement à la fois au service ou aux intervenants et à la fois aux propriétaires du bien, ou se faire représenter dans le cadre de l'intervention. Il est important à rappeler qu'il peut y avoir aussi d'autres cas où on va devoir reporter les installations, tels que par exemple des travaux sur l'installation ou un projet d'assainissement qu'on voudrait mettre en place. Dans ce cadre-là, le service peut mettre en suspens le contrôle pendant un délai pour permettre la réalisation des ouvrages. Pourquoi les contrôles sont payants ? Pourquoi ils sont soumis à des redevances ? Pour rappel, le SPANC a l'obligation de faire réaliser les contrôles réglementaires qui lui sont associés, mais il a également son propre budget qu'il doit équilibrer. Et en tant que SPIC, service public industriel et commercial, il est financé uniquement par les redevances de contrôle. Donc, les contrôles sont payants pour pouvoir financer et pour qu'il puisse équilibrer ses budgets. Mais cette redevance, elle permet de couvrir également le travail des agents, donc le contrôle et les interventions, les conseils qui sont donnés également par ces agents, les outils nécessaires, le matériel de terrain, les logiciels qui sont utilisés par le service. Elle permet également de financer la gestion administrative des dossiers, leur archivage, et il est important de rappeler que le SPANC assure également, en termes de gestion administrative, les demandes de subventions pour le compte du département. Elle permet également, ces redevances, de financer les médias de communication, donc les plaquettes, le site internet, les réunions publiques. Puis-je bénéficier de subventions pour mes travaux ? Oui, une subvention elle est disponible par le département. En revanche, elle a des critères spécifiques d'attribution et vous les retrouverez sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site internet du Grésivaudan pour avoir l'ensemble de ces informations-là. Et justement, si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez consulter notre site internet, donc www.le-grésivaudan.fr. Cliquez sur l'onglet assainissement, cliquez sur l'onglet assainissement non collectif et vous trouverez l'ensemble de nos procédures et de nos formulaires. Vous pourrez également nous contacter à spank@le-grésivaudan.fr et autrement, appelez la permanence téléphonique du service pour poser vos questions. Merci de votre attention.